qui sont connectés. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver en cours de route. Alors, donc, ce webinaire, bon, vous connaissez peut-être un peu la formule, hein, il y a eu plein de livres intitulés Quelque chose pour les nuls. Alors, l'idée, c'est pas effectivement que vous êtes nul, hein, loin de là, c'est plutôt que vous ayez une information complète sur ce que c'est que l'énergie citoyenne, comment, euh, comment Énergie Partagée voit les choses sur cette thématique, comment fonctionne également Énergie Partagée. Je vais vous raconter un peu tout ça. Et puis, donc, dans le chat en bas à droite, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est une présentation qui dure entre 40 et 50 minutes. Et je m'arrêterai en cours de route de temps en temps pour lire vos questions et pouvoir y répondre en direct euh, pendant la présentation ou bien faire un point en fin de présentation pour répondre à toutes vos attentes. Alors, pour commencer, voilà, une petite question. Que voyez-vous sur cette photo? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs éoliennes qui sont effectivement bien alignées. On a une belle photo avec du ciel bleu dans la campagne. Donc, bon. Ce que ne nous dit pas la photo, c'est voilà, est-ce que c'est un projet citoyen qui a porté ce projet? Est-ce que c'est des acteurs locaux? Comment ce projet a été financé? Est-ce qu'il a également été bien accepté sur le territoire par l'ensemble des acteurs? Voilà, il y a cette question. Que voyez-vous peut avoir pas mal de réponses, mais peut aussi engendrer plusieurs autres questions. Et quand on élargit la photo, qu'on dézoome un peu, ben, on se rend compte que ben, on a des éoliennes, mais avec énormément de monde à leurs pieds. Et toutes ces personnes-là euh, ont participé au développement, enfin, à l'émergence, au développement et au financement de ce projet. Donc, le projet en question, c'est le projet Bégawatt à Bégane en Bretagne, qui tourne depuis quelques années maintenant, qui a fait des petits frères aussi euh, aux alentours. Et donc, ce projet a été porté par tout un tas d'acteurs du territoire, des citoyens, des collectivités, qui se sont investis, qui ont passé du temps, qui ont mis également de l'argent pour que ce projet puisse voir le jour. Alors, effectivement, depuis quelques années maintenant, il y a eu des changements dans le fonctionnement de tout le dispositif de production et de distribution de l'électricité. Jusqu'en 2006, les consommateurs enfin, devaient passer obligatoirement par un fournisseur hein, qui était centralisé, qui s'appelle EDF. Donc le consommateur était obligé de souscrire à un contrat avec EDF euh, qui s'occupait de l'ensemble des choix de stratégie et d'investissement concernant la production. Et donc on le sait, cette production était principalement basée sur de l'énergie nucléaire, donc fissile, et puis également des énergies thermiques, mais basées sur des énergies fossiles comme le fioul, le charbon et le gaz. Donc voilà, jusqu'en 2006, on avait une opacité complète, on va dire, sur tout ce qui se passait en termes d'investissement sur les systèmes de production d'énergie. À partir de 2007, on a eu ce qu'on a appelé l'ouverture des marchés, ce qui a permis à tout un tas d'acteurs, d'autres fournisseurs d'énergie, de pouvoir venir sur le terrain de jeu d'EDF, entre guillemets, hein,
Donc, bon, EDF était toujours présent, forcément, Direct Energy et un autre fournisseur. Maintenant, des fournisseurs, on en a peut-être 20 ou 30 sur le territoire français, hein, même des fournisseurs étrangers qui peuvent vous vendre de l'énergie en France. Et puis, on a également un fournisseur qui s'appelle Enercop, qui a pour spécificité de vendre à ses clients, à ses consommateurs de l'énergie issue uniquement de projets de production d'énergie renouvelable. Donc Enercop s'alimente directement auprès des producteurs et est donc l'intermédiaire avec les consommateurs. Après, par contre, le schéma de distribution avec le réseau de distribution et Enedis reste le même, hein, pour aller jusqu'au consommateur. Alors, l'idée des projets d'énergie renouvelable et des projets citoyens, c'est que les, euh, les particuliers, les citoyens et donc consommateurs d'énergie, d'électricité, puissent prendre part maintenant à la production d'énergie sur leur territoire. Donc, on a de plus en plus de coopératives d'énergie qui voient le jour, qui sont soit issus de démarches uniquement de citoyens, soit de citoyens adossés à des collectivités ou des agriculteurs notamment. Et ces coopératives vont développer et financer des projets citoyens d'énergie renouvelable. Ces projets vont ensuite produire de l'électricité qui va être revendue euh, à, au réseau. Et les revenus liés à cette vente de la production va revenir dans la coopérative qui va pouvoir soit rémunérer les personnes qui ont souscrit des parts à cette coopérative, soit réinvestir dans d'autres projets d'énergie renouvelable ou projets connexes liés à des démarches environnementales sur le territoire. Alors, un petit point sur ce qui se passe, parce que aujourd'hui, je vais beaucoup parler d'énergie renouvelable, hein, forcément, mais il faut savoir qu'on est dans une dynamique qui s'appelle le scénario Négawatt. Négawatt est une association, ils ont sorti, ça fait plusieurs années qu'ils sortent régulièrement des scénarios, et là aujourd'hui, on a un scénario à 2050 qui dit qu'on peut sortir du nucléaire et des énergies fossiles d'ici 2050 en respectant trois grandes phases, avec la première qui est la sobriété, avec l'idée de consommer au quotidien le moins possible chez soi, comme au travail, comme pour ses déplacements, en, en éteignant tout simplement les lumières quand on n'est pas dans les pièces, voilà, en essayant de rationaliser un peu ce qu'on fait au quotidien. La deuxième étape, c'est la question de l'efficacité, c'est-à-dire que là, on va aller faire des investissements sur des rénovations énergétiques, des véhicules qui consomment un peu moins, et des systèmes de production pour l'industrie aussi qui vont consommer moins. Et puis enfin, une fois qu'on a bien réduit les consommations avec les deux premières étapes, et ben le restant de la consommation énergétique, on va pouvoir alimenter tout le monde avec des énergies renouvelables. Alors, l'idée de l'énergie citoyenne, c'est d'avoir un circuit court entre le producteur et le consommateur. Et si le consommateur peut être le producteur, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, là, je vais vous présenter donc deux schémas. Le premier, c'est comment on voit un projet citoyen avec l'idée d'avoir des ressources qui sont sur le territoire et une épargne qui est également issue du territoire et qui va permettre de financer les projets. Donc, on a donc au milieu le territoire avec l'ensemble de ces acteurs qui potentiellement travaillent sur un projet d'énergie renouvelable. L'idée, c'est que l'investissement pour porter ce projet
viennent du territoire avec des capitaux engagés par les citoyens et les collectivités locales. Si possible, on va solliciter des acteurs locaux pour construire ces projets. Parce que faire travailler des entreprises locales, c'est toujours plus intéressant, notamment pour les questions de maintenance, plutôt que d'aller chercher des entreprises un peu loin. Et puis, une fois que les installations sont en place, la production d'énergie se met en route. Et puis, les revenus qui sont générés reviennent sur le territoire, puisque l'ensemble des acteurs qui ont financé le projet sont sur le territoire. Donc là, c'est un petit peu le cercle vertueux, l'idée qu'on a d'un projet citoyen d'énergie renouvelable. Et le deuxième schéma, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment sur des projets classiques, comment ils fonctionnent. On va avoir souvent aujourd'hui sur les territoires des développeurs. Donc les développeurs, c'est des grosses entreprises, des installateurs qui viennent proposer des projets aux collectivités territoriales. Ces développeurs en général arrivent sur le territoire avec des capitaux d'investisseurs souvent extérieurs au territoire et souvent étrangers. Ces développeurs arrivent aussi souvent avec leurs prestataires, ne sollicitent pas forcément des entreprises locales. Et puis, une fois que les projets sont en fonctionnement, que la production génère des revenus, et bien comme les investissements viennent de l'extérieur du territoire, et bien une grande partie des revenus, des dividendes notamment, repartent du territoire. Alors, au niveau des revenus, il y a des petites choses qui restent quand même sur le territoire, notamment un certain nombre de taxes qui restent forcément sur le territoire et qui reviennent aux collectivités territoriales. Et puis, quand on parle par exemple de projets éoliens, il y a tout ce qui concerne les loyers des terrains où sont implantées les éoliennes et les branchements sur le réseau, qui effectivement restent aussi sur le territoire, mais tout ce qui concerne les dividendes liés à la production d'énergie ressortent et disparaissent un peu du territoire. Alors, pour développer ces énergies renouvelables, comment on s'y prend? Il y a plusieurs éléments. Déjà, une des premières étapes, ça va être de se rassembler et de réfléchir ensemble. L'idée, c'est que les citoyens, les collectivités, l'ensemble des acteurs du territoire puissent commencer à échanger et à réfléchir ensemble sur voilà, qu'est-ce qui se passe sur mon territoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il y a du potentiel pour développer des choses à l'échelle de mon territoire, de ma commune, de ma communauté de communes. Donc c'est déjà dans un premier temps que tout le monde puisse échanger et puisse commencer à discuter ensemble sur cette thématique. La deuxième étape, ça va être de se lancer un défi, parce que dans certains cas, on part vraiment dans des défis qui s'avèrent toujours intéressants. Hein. Je parlais de Bégan au début de la présentation. C'est vrai qu'au départ, ils partaient sur un projet à petite échelle. Ils se sont rendus compte que finalement, c'était aussi compliqué que d'en faire un à grande échelle. Donc, ils sont partis sur des grandes éoliennes. Et là, ces défis-là, ça va vraiment être un défi de territoire avec une ambition également territoriale, dans le sens où on va réfléchir à l'échelle d'un territoire, de son potentiel, et également garder l'identité du territoire dans l'idée de valoriser par exemple une filière biomasse, valoriser des grandes toitures industrielles par exemple en y installant des panneaux solaires. Et puis si jamais on a la chance d'avoir du vent sur le territoire, et ben, pourquoi pas également réfléchir à la question de l'éolien. Et puis, la troisième étape, ça va être de créer une société pour réaliser ce défi.
Alors, on parle de société parce que la plupart du temps, c'est des sociétés qui portent les projets. Alors, il y a plein de formes de sociétés différentes, plus ou moins coopératives. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est des SAS, des sociétés à action simplifiée, ou des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est voilà, les deux plus gros schémas qu'on peut voir aujourd'hui. Il peut exister aussi, quand c'est des collectivités qui portent les projets, on peut partir sur des sociétés d'économie mixte. Mais l'idée, c'est effectivement que ce soit une société qui porte le projet, ce qui implique en amont un travail relativement important sur la question de rédaction des statuts et de qu'est-ce qu'on veut pour le territoire. Et une fois que le projet tourne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des revenus? Est-ce que l'ensemble des revenus euh, sont reversés aux différents investisseurs? Est-ce qu'il est reversé qu'une partie? Et puis, on peut également, des sociétés peuvent également décider de réinvestir l'ensemble des revenus dans d'autres projets d'énergie renouvelable ou des projets un peu parallèles qui peuvent rentrer dans le scénario négawatt dont je parlais tout à l'heure, avec pourquoi pas le financement d'actions liées aux économies d'énergie dans l'habitat ou au travail. Alors, l'idée de la société sur ce schéma qui porte le projet, on la retrouve en bas. C'est deux choses. La première chose, c'est la question de la gouvernance. Donc, c'est cette société locale dans laquelle on peut avoir donc des citoyens, des agriculteurs, des entreprises, des collectivités, qui va décider de l'ensemble des démarches et des choix liés au projet. Donc, chaque personne va pouvoir donner son avis sur comment elle voit son territoire, quel type de projet elle voit émerger sur son territoire. Et puis, une fois que un certain nombre de choses sont définies sur ce volet-là, la société va ensuite financer le projet. Donc, financer le projet, il y a plusieurs volets, mais il y en a deux principaux. Ça va être dans un premier temps, au sein de la société, aller chercher les fonds propres localement. Ces fonds propres qui vont, dans un deuxième temps, permettre d'aller voir les banques qui vont accorder donc un prêt, générer une dette pour financer le projet. Et puis, une fois que ce projet tourne, la question de la gouvernance n'est pas terminée puisqu'il va falloir gérer le projet tout au long de sa durée de vie, gérer les questions de maintenance et d'entretien également. Et comme ce projet, que ce soit éolien, photovoltaïque ou autre, fonctionne bien, il va générer des revenus. Alors ces revenus vont pouvoir alimenter justement euh, la maintenance de l'installation, mais ils vont aussi générer des bénéfices qui vont revenir à la société locale qui va pouvoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, soit redistribuer ses bénéfices aux souscripteurs, soit financer d'autres projets. Alors aujourd'hui, pourquoi on fait des projets citoyens? Alors il y a cinq grandes raisons. La première, c'est qu'un projet citoyen, en général, ça permet de générer une adhésion au projet bien meilleure qu'un projet apporté par un développeur sans aucune concertation. Euh, les projets citoyens, ça permet une certaine forme de cohésion par rapport à l'ensemble des acteurs du territoire et par rapport à ce que veut aussi, ce que veulent ces acteurs pour leur territoire. Donc, c'est vraiment l'idée de ces projets citoyens. Les projets citoyens, la deuxième idée, c'est de mettre en place également une démocratie locale en justement donnant la parole à l'ensemble des acteurs du territoire pour que
chacun, entre guillemets, il retrouve son compte. Donc là, tous les acteurs du territoire sont appelés à venir échanger sur le projet lors de réunions publiques, d'ateliers, de réunions Tupperwatt aussi directement chez les gens pour les mobiliser, avec l'idée d'avoir un projet où tous les acteurs euh, y prennent part et donnent leur avis. Le troisième point qui est également très important, c'est autour de ces projets citoyens de mettre en place une éducation populaire, une éducation à l'environnement qui, sur certains territoires, est bien développée, mais qui reste, il y a encore pas mal de choses à mettre en place, d'éléments à développer. Donc l'idée, c'est d'aller voir un peu tout le monde, quelle que soit la classe d'âge, pour les sensibiliser aux énergies renouvelables et également à la maîtrise de l'énergie et de la consommation d'électricité notamment. Donc là, ça peut être des choses qui sont faites euh, sur la question de la sensibilisation, sur des forums, voilà, sur des salons, sur tout un tas de choses qu'on peut imaginer. Et puis auprès des scolaires avec des associations locales environnementales qui font très bien ce travail. C'est vrai que en une dizaine d'années, là, on a eu tout un tas de trucs, le Grenelle de l'environnement, les lois de la transition énergétique, le développement durable, voilà, il y a plein de termes qui sont passés sans savoir vraiment ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc voilà, l'idée c'est de sensibiliser tout le monde sur ces thématiques-là et sur ce qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire. Forcément, les projets citoyens apportent des choses sur la question de l'adaptation des territoires au changement climatique et à la protection du climat. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si on réussit à produire localement de l'énergie, on est toujours sur des choses plus intéressantes que d'aller faire transiter de l'énergie qui fait 2, 3, 400 km. Et puis les projets citoyens génèrent également des ressources économiques locales, alors direct ou indirect, hein, comme c'est écrit, direct par des loyers qui sont versés par les sociétés qui portent le projet, euh, et indirect par des entreprises qui vont euh, avoir du travail, par exemple, pour réaliser de grosses œuvres, pour aller poser des panneaux solaires. Voilà, il y a tout un tas de choses qui génèrent des ressources économiques locales lorsqu'on est sur des projets citoyens. Alors, un projet citoyen, c'est s'engager individuellement dans un premier temps. Ça veut dire que moi, citoyen, je m'engage à passer un peu de temps, à mettre à disposition mes compétences au groupe local, à la société locale qui travaille sur le projet pour que localement, on ait des choses qui émergent. Donc là, sur cette diapo, il y a plusieurs photos, hein. Il y a une dame notamment en haut à gauche qui adopte un panneau. Donc c'est un projet scolaire d'ici où on pouvait souscrire, prendre des parts dans la société et en prenant ses parts, adopter un panneau qui, au moment des installations, portera son nom. Donc voilà, ça peut se faire en famille. Et puis la photo en bas à droite, c'est le moment où une société est créée et où l'ensemble des fondateurs doivent signer les statuts. Donc là, pour la petite histoire, il y avait les statuts sont il y a enfin, les statuts sont assignés 5 fois par les 40 fondateurs. Donc voilà, ça génère un petit peu de démarche et d'organisation, hein. 5 exemplaires à faire signer par 40 personnes, ça prend un peu de temps. Donc voilà, on fait ça à la chaîne et puis pendant que certains signent, les autres discutent derrière en buvant un coup. Donc voilà, on est sur des choses plutôt conviviales, mais qui nécessitent un petit peu d'organisation.
Alors, comme je disais, on est sur des projets, enfin un engagement individuel, mais sur des projets collectifs. Ça veut dire qu'on va tous travailler ensemble sur l'émergence de ces projets. Donc voilà, là, il y a plusieurs images. Celle du bas est peut-être l'une des plus importantes finalement, puisqu'on voit lors d'une réunion, alors sans doute une AG, l'ensemble des personnes faisant partie de la société locale qui prend part au vote euh, et qui vote donc. Alors, je ne sais pas quelle était la question, mais c'était peut-être le choix de nouveaux investissements, le choix d'une entreprise, tout simplement le choix des grandes idées pour la rédaction d'une charte, par exemple. Donc cette photo résume un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de donner la voix à tout le monde et puis que chacun puisse donner son avis et prendre la parole s'il le souhaite. Et puis les deux photos du haut, c'est des photos plutôt in situ, hein. Une fois qu'on commence la construction, eh bien, on va rassembler toutes les personnes qui ont travaillé sur ces projets autour de ces constructions pour continuer d'échanger et puis euh, continuer à fédérer le groupe. Alors, ces projets sont des projets au long cours avec pas mal de domaines différents qui peuvent se croiser. On a du technique, du financier. Je ne vais pas tout détailler, mais juste les quatre grandes phases, avec la première phase qui est la phase d'émergence, qui peut durer jusqu'à un an parfois. Et dans cette phase, c'est regarder quelles opportunités on a sur le territoire, qui est-ce qu'on a comme acteur qui veut bien s'impliquer dans le projet, passer du temps sur le projet, euh, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir comme subvention, quel est le modèle économique vers lequel on va aller, avec la notion de bénévolat qui est forte dans ces moments-là, et le repérage aussi des compétences qu'on a en interne dans le groupe moteur. Euh, Parce que dans un groupe, s'il y a 12, 20, 30 personnes, chaque personne a ses propres compétences. Il y en a peut-être qui ont des notions juridiques, d'autres un peu plus comptables. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu une cartographie des compétences au sein du groupe pour pouvoir ensuite répartir un petit peu les tâches. La deuxième grande étape, enfin la plus grande finalement, ça va être celle du développement, avec là beaucoup de techniques et puis des acteurs extérieurs aussi qui vont venir travailler pour la société locale qui va porter le projet, avec la réalisation d'études, euh, et d'autorisation administrative
pour la plupart des, des- des technologies, que ce soit du photovoltaïque, éolien ou autre. Donc là, on va faire appel à des bureaux d'études, à des cabinets spécialisés, peut-être à des juristes également, hein, parce que ça va être euh, entre l'émergence et le développement, entre les deux, pendant les deux, il va falloir également rédiger les statuts de la société qui va porter le projet. Donc peut-être qu'on va faire appel également un peu à des juristes, à des experts financiers. Pendant cette phase de développement, il va aussi y avoir l'idée d'élargir le groupe initial. Au départ, on a un groupe moteur et puis à un moment donné, il va falloir l'élargir pour notamment, à un moment donné, aller chercher les fonds nécessaires. Euh, alors, il y a la question de la levée de fonds pour aller chercher les fonds propres qui vont permettre derrière d'aller chercher les banques pour financer le projet. Et puis, on a enfin la phase chantier qui peut durer quelques mois en fonction de la technologie, euh, avec justement l'investissement qui va se faire avec les fonds propres et le prêt bancaire. Et puis pour terminer, il y a la phase exploitation, donc euh, elle prend peut-être un petit peu moins de temps à la société porteuse du projet. Cependant, il va y avoir un suivi quand même à mettre en place, que ce soit une installation photovoltaïque à échelle un peu réduite sur une salle des fêtes ou quelques bâtiments. Il va quand même falloir regarder régulièrement, voir si tout fonctionne bien, si chaque installation produit bien. Et puis si on est sur des projets plus grands, la notion de la maintenance prend de l'importance puisqu'il va falloir contractualiser avec une entreprise qui va effectuer la maintenance sur des installations de Boénergie, de méthanisation ou d'éolien. Il y a des choses à faire très régulièrement pour que le projet atteigne son rendement maximum. Et puis, durant l'exploitation, qui peut durer de 15 à 30 ans en fonction de la technologie, il va falloir également animer le groupe, donc régulièrement organiser des événements pour que les personnes puissent continuer à échanger sur la thématique, maintenir la dynamique, pourquoi pas partir sur le développement d'autres projets, d'énergie renouvelable ou autres. Alors, je vais vous parler de quelques projets maintenant, avec des exemples des différentes technologies. Alors, donc le premier, c'est Solaire d'ici. C'est un projet qui est en train de voir le jour sur Grenoble, avec pour objectif de faire une centaine de toitures solaires sur la métropole. Donc là, c'est l'initiative d'environ 70 sociétaires, alors ils sont peut-être un peu plus aujourd'hui, qui portent ce projet, et il va y avoir une première tranche qui va voir le jour prochainement. Là, ils sont en train alors, ils ont dû choisir leurs installateurs et peut-être qu'il y a des constructions en cours. Un autre projet, alors là, on est sur un projet éolien dans l'Indre. Donc, c'est un projet un petit peu
différent puisque c'est pas les citoyens en direct qui portent les projets, mais c'est des collectivités qui se sont regroupées dans une SEM, une société d'économie mixte qui s'appelle la SEMER. Et cette SEM a racheté 5 éoliennes d'un parc qui en compte 18, donc les autres éoliennes ont été vendues à d'autres investisseurs. Donc ces 5 éoliennes tournent depuis un bon moment maintenant, depuis début 2010. Elles représentent une bonne part de la production d'énergie du territoire. Et ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que le parc a permis à la commune sur laquelle le parc est implanté de réduire ses impôts. Le parc a également permis de créer des emplois locaux non délocalisables. Alors, il y a plusieurs types d'emplois. Il y a eu des employés communaux qui ont été embauchés. Et puis, il y a également le développeur, enfin le fabricant des éoliennes, qui a créé sur place une antenne avec des agents pour pouvoir faire l'entretien des machines. Donc, au total, c'est une bonne douzaine d'emplois qui ont été créés. Et puis ce qui est intéressant en plus maintenant, c'est que ces éoliennes ont généré du bénéfice pour la CMR et la CMR est en train de réfléchir à l'investissement de ces bénéfices dans probablement une extension de ce parc, donc racheter de nouvelles éoliennes. Alors un projet, alors là sur une technologie complètement différente également, avec une centrale micro-hydro dans les Cévennes, Saint-Julien de la Nef. Donc sur la question de l'hydraulique, l'idée c'est des projets citoyens et d'énergie partagée, c'est de rénover des centrales existantes qui produisent ou de relancer également des centrales existantes mais qui auraient été arrêtées. Donc on est sur une technologie qui, d'un point de vue administratif, est relativement compliquée puisqu'il faut notamment assurer la continuité écologique. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est qu'il est juste à côté d'un camping qui lui aussi se mobilise sur ces thématiques des réductions de consommation d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Et il y a donc un lien très fort entre l'installation de production électrique et le camping qui a organisé un cheminement pour que les personnes puissent aller voir l'installation en fonctionnement. Alors un autre type de projet avec une toiture solaire et solidaire dans le Luberon qui s'appelle Lucisol. Donc c'est un très grand projet et c'est un projet qui a vu le jour à l'initiative d'un industriel de la région qui construisait un nouveau bâtiment et qui s'est dit bah voilà pourquoi pas mettre du solaire dessus. Lui, l'objet de sa société, c'est pas de faire de la production d'énergie, c'est pas de faire de l'installation de panneaux solaires. Donc, une dynamique a été lancée avec des citoyens locaux pour que ce soit voilà, des acteurs locaux, des citoyens qui puissent porter ce projet qui est assez conséquent puisqu'on a 1400 m² de panneaux solaires sur la toiture de cette installation. Puis ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ils ont réussi à installer des panneaux solaires fabriqués en France et qui étaient complètement compétitifs au niveau des tarifs. Alors, un autre parc éolien dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle, c'est le parc éolien de la Jacterie, mais le projet s'appelle À tout vent, qui tourne depuis quelques temps maintenant. Là, ça a été une démarche un petit peu différente, puisqu'en fait, un jour sur le territoire, il y a un développeur, un installateur qui est arrivé en disant bah, moi j'ai un projet, tant d'éoliennes, tant de production, etc. Les acteurs du territoire, les agriculteurs notamment, ont dit ok, nous on veut bien du projet, mais on veut en faire partie.
on veut, avoir des parts dedans et si possible en être propriétaire. Et il y a toute une animation, une mobilisation qui s'est mise en place sur le territoire autour de ce projet-là. L'investissement total, on était à près de 22 millions d'euros, donc c'est vraiment une grosse somme à aller chercher. Localement, ils ont réussi à collecter entre les agriculteurs et les citoyens plus de 3 millions. Et avec ces 3 millions, ils sont donc allés, de fonds propres, ils sont donc allés voir les banques pour pouvoir financer l'ensemble du projet. Et au final, c'est donc 400 actionnaires qui ont pris des parts dans la SAS qui a été créée sur ce projet. Donc là, il y a donc un film qui a été tourné sur ce projet-là, sur le projet Lucisol aussi dont j'ai parlé avant, et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube d'Énergie Partagée. Alors un projet un petit peu différent, là c'est sur la question de la méthanisation et du biogaz. C'est un projet qui s'appelle donc Métamoly, qui a vu le jour à l'initiative d'une douzaine d'agriculteurs qui voulaient d'une part se diversifier dans leur métier, dans leur exploitation, et puis d'autre part valoriser le lisier des exploitations notamment. Donc ils ont commencé à travailler sur le projet, ils se sont rendus compte que les collectivités alentours avaient aussi des choses qui pourraient rentrer dans l'unité de méthanisation. À côté de ça, ils ont donc travaillé avec la coopérative Enercop locale, avec Énergie Partagée, avec également un fonds régional, et puis est entré dans la boucle également Engie, qui à la base, lui, est un fournisseur de gaz. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on peut voir qu'un projet citoyen, finalement, il peut vraiment y avoir tout un tas d'acteurs différents qui travaillent sur voilà, ce type d'installation. Sur Métamoly, il y a également un petit film sur la chaîne YouTube. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer avec la présentation de ces différents projets, il peut y avoir tout un tas de scénarios différents quand on parle de participation des citoyens dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, il y a 4 grandes familles quand même. La première, c'est quand on a la case orange, quand on a un projet qui est initié par des citoyens qui se mobilisent, qui vont commencer à se structurer, et puis qui, à un moment donné, vont aller chercher d'autres acteurs locaux, des collectivités, des partenaires, des développeurs, pour pouvoir euh, bah, vraiment faire émerger leur projet, qu'ils soient bien accueillis par l'ensemble des acteurs. Après, la case verte, ça peut aussi être un projet initié par la collectivité, une collectivité qui a envie de faire des choses, qui met des démarches en place pour mobiliser son territoire et ses acteurs pour qu'il y ait du mouvement sur cette thématique. Alors, la collectivité, du coup, elle peut mettre en place des partenariats avec un développeur ou non, et le projet peut être ouvert aux habitants ou non. La troisième famille, c'est quand on a un développeur qui arrive sur un territoire, qui donc travaille sur son projet, mène les études et qui ouvre ensuite son projet à la participation des citoyens et des collectivités. Donc là, on est sur un modèle un petit peu différent puisque le développeur en général reste majoritaire dans le projet. Et donc reste majoritaire dans les choix liés à ce projet-là, au choix des technologies par exemple, à l'utilisation des revenus et des dividendes. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir quand même certains développeurs qui laissent un peu de place aux acteurs locaux. Et puis la dernière famille, c'est d'acheter des installations qui fonctionnent déjà. Ça peut être intéressant quand des groupes de citoyens ou de collectivités ne souhaitent pas ou ne se sentent pas capables d'aller porter le développement d'un projet dans son ensemble.
Et donc, on peut très bien avoir un développeur qui fait tout son travail, toutes ses études, et puis qui, derrière, aille le revendre à des acteurs locaux. Et dans ces cas-là, le développeur s'efface complètement une fois que le projet est revendu. Il peut rester un peu dans la boucle si jamais il a le contrat de maintenance, par exemple. Alors, la question reste ouverte, hein. Comment vous lancer dans un projet citoyen? Si vous êtes une collectivité, Énergie Partagée a publié en début d'année un guide à destination des collectivités territoriales qui souhaiteraient mettre en place des projets participatifs et citoyens sur la thématique des énergies renouvelables. Donc il est disponible sur notre site dans l'espace publication, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, que vous soyez une collectivité ou autre, hein, il y a tout un tas d'informations sur voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et puis si vous êtes un citoyen, une citoyenne, vous pouvez rejoindre une initiative locale près de chez vous. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Vous pouvez passer par notre site Énergie Partagée. On a une carte avec les adhérents dont je parlerai un petit peu plus loin, où vous pouvez tout simplement nous appeler pour qu'on voit avec vous si autour de chez vous, il y a des choses qui se passent. Et puis sinon, vous pouvez investir directement dans les projets via Énergie Partagée et son fonds d'investissement, dont je vais parler un peu plus après. Alors du coup, Énergie Partagée, je vais en parler tout de suite. Donc l'idée d'Énergie Partagée, c'est la réappropriation locale de l'énergie, donc de de la fabrication d'énergie. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de projets locaux d'énergie renouvelable liés à des animations de sensibilisation sur la question de la maîtrise de l'énergie également, avec l'idée que ces projets d'énergie renouvelable soient complètement en partie maîtrisés et financés par les citoyens, donc avec l'idée que les citoyens restent des acteurs très importants de ces projets et puissent dire un petit peu ce qu'ils veulent pour leur territoire. Donc chez Énergie Partagée, on a deux outils. Le premier, c'est l'association qui a pour but de sensibiliser à l'énergie citoyenne, donc en participant à tout un tas d'événements d'événements locaux sur les territoires. L'association a pour but forcément de promouvoir le modèle de l'énergie citoyenne, et puis de conseiller et d'accompagner les différents porteurs de projets en leur mettant à disposition tout un tas d'outils pour les aider dans leur développement. Et puis dans certains cas également les accompagner de manière très, très précise, presque au quotidien. L'association a aussi comme objectif d'animer un réseau des porteurs de projets, dont je parlerai plus tard avec la question de ses adhérents, et puis de garantir le respect d'une charte qui a été établie par le mouvement Énergie Partagée, que je détaillerai également un peu plus tard. Et puis le deuxième outil, c'est l'outil d'investissement qui permet d'aller collecter des fonds via notre plateforme internet pour ensuite ces fonds sont ensuite mis en fonds propres dans les projets aux côtés de souscripteurs locaux. Donc évidemment, Énergie Partagée Investissement évalue les projets et leurs besoins avant d'y investir.
Et ce fonds d'investissement vient principalement sur des projets assez conséquents, puisqu'il rentre dans les projets au minimum à hauteur de 50 000 euros. Alors, la charte d'énergie partagée, justement, dont je parlais, il y a 4 piliers principaux que doivent respecter les projets pour pouvoir entrer dans l'énergie partagée, que ce soit concernant l'accompagnement avec l'association ou que ce soit vis-à-vis du fonds d'investissement. Le premier pilier, c'est la question d'ancrage local, avec l'idée que le projet reste aux mains des acteurs locaux et des habitants. Voilà, qu'on ait un projet qui, tout au long de sa durée de vie, soit maîtrisé par des acteurs locaux. Le deuxième pilier, c'est la question de la gouvernance ouverte, avec l'idée que chaque décision est prise au sein de la société qui porte le projet de façon démocratique et transparente, avec l'idée le plus souvent d'avoir une personne égale une voix. La question de l'exigence écologique, forcément quand on parle d'énergie renouvelable, c'est un volet qui vient assez naturellement. L'idée de ce pilier-là, c'est de mettre tout le monde dans la boucle. Et quand je dis tout le monde, c'est donc les acteurs locaux, y compris les associations locales environnementales qu'il peut y avoir sur le territoire, pour que tout le monde puisse discuter ensemble et que le projet puisse se développer de façon la plus fluide sur le territoire, avec l'idée de mettre en place en parallèle des projets d'énergie renouvelable des événements, des ateliers par exemple, liés à la réduction des consommations d'énergie. Et puis le dernier pilier qu'on appelle démarche non spéculative, c'est l'idée qu'on ne va pas uniquement sur des projets avec des rentabilités très hautes. Alors, tous les projets, forcément, doivent être rentables, hein, mais ce n'est pas l'unique objectif des projets citoyens qui passent par énergie partagée. Et dans ce pilier-là, on a l'idée que les bénéfices réalisés doivent servir à alimenter des démarches, donc comme je le disais, liées à la sensibilisation et à la maîtrise de l'énergie et à la réduction des consommations. Alors du côté de l'association, il y a le volet accompagnement des porteurs de projets qui est assez fort et qui peut se découper en 3 étapes, même si en général tout est très lié. Dans un premier temps, l'idée de l'association, c'est d'impulser de nouveaux projets. Donc là, c'est pas mal de communication à l'échelle locale avec des journées d'information, des ateliers techniques, des sessions d'échange et puis des webinaires un peu comme aujourd'hui. Dans un deuxième temps, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans leur démarche. Donc, c'est les alimenter avec des outils spécifiques, des outils méthodologiques, par exemple, pour mener des réunions pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Et puis derrière, un accompagnement sur les différentes étapes comme comment on travaille sur les statuts d'une société, comment ça se passe quand on va aller chercher des financements. Donc, pour toutes ces choses-là, on met en place des formations spécialisées que vous pouvez retrouver sur notre site et un certain nombre d'ateliers pratiques également. Et puis le dernier volet, qui est l'un des plus importants, hein, c'est d'accompagner les porteurs de projets à mobiliser les citoyens. Donc là, il y a aussi des formations pour ce volet-là, avec les personnes chez nous qui s'occupent de la communication notamment, sur comment on va mobiliser les acteurs locaux, les citoyens de notre territoire pour, dans un premier temps, développer le projet et puis, dans un second temps, le financer.
Et l'idée d'énergie partagée, c'est également de mettre en place un réseau de relais bénévoles qui peuvent intervenir sur des événements très locaux pour diffuser, entre guillemets, la bonne parole de l'énergie citoyenne sur les territoires. Ensuite, on a donc la question du financement des projets. Donc là, on est sur le volet énergie partagée, investissement, mais on a également énergie partagée études qui peut intervenir sur le financement d'études auprès des porteurs de projets. Donc là, on est sur les notions de faisabilité. Donc énergie partagée études regarde si un certain nombre d'indicateurs sont au vert pour lancer des études qui sont nécessaires à l'émergence et au développement du projet. Énergie partagée investissement peut donc intervenir au capital dans les projets pour compléter les fonds propres. Et puis, contrairement à d'autres organismes, énergie partagée, investissement reste au pilotage du projet tout au long de sa durée de vie et participe aux différentes instances de gouvernance du projet, notamment pour s'assurer que ce projet reste bien aux mains des citoyens tout au long de la phase d'exploitation. Alors des projets, on en a un petit peu partout en France, alors il y en a un petit peu plus que ça maintenant. Donc en vert, c'est des projets liés à la biomasse. Donc dans biomasse, on a la méthanisation et on a également le bois énergie. En bleu clair, c'est l'éolien avec une poche notamment autour de Nantes, autour des Pays de Loire, avec plusieurs beaux projets qui se sont développés. En bleu foncé, des projets hydrauliques. Et puis donc en jaune, des projets solaires avec forcément une poche un peu plus importante sur le solaire au sud-est avec tout simplement un ensoleillement un peu plus important, donc des projets qui voient le jour un peu plus facilement. Les adhérents dont je parlais tout à l'heure, alors il y a tout type d'adhérents à énergie partagée. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Donc il peut y avoir des associations, quel que soit leur statut, des assos environnementales, des assos de préfiguration qui commencent à travailler sur des projets mais qui n'ont pas encore forcément de projet, qui ne se sont pas encore structurés en société. Dans les adhérents, on a donc des sociétés coopératives qui, elles, portent des projets. On a également des collectivités porteuses de projets ou qui participent à des projets. Et puis également un certain nombre de bureaux d'études qui sont spécialisés dans le développement de projets citoyens. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu partout en France. Cette carte, vous pouvez la retrouver sur notre site internet pour pouvoir, pourquoi pas, contacter les différents acteurs. Une fois qu'on est adhérent à Énergie Partagée, ça permet aux adhérents d'accéder à tout un tas d'outils, à des tarifs préférentiels également pour les formations. Et puis, c'est l'accès également à une liste de discussion entre adhérents qui est très, très intéressante avec tous les échanges des acteurs sur tout un tas de thématiques et de problématiques différentes. Quand on a une question en général, on peut dire que la journée suivante, on a 1, 2, 3 réponses qui nous aident à nous débloquer si on est dans l'impasse. Aujourd'hui, donc sur le territoire, on a un réseau d'animateurs régionaux. Alors là, il en manque un petit peu, il y a des petits nouveaux depuis, mais c'est des animateurs que vous pouvez retrouver, vous pouvez les retrouver leurs contacts directement sur notre site internet également, si besoin. Alors, je vais faire un petit focus sur l'outil d'investissement.
Donc, il a été créé en 2009. Aujourd'hui, on est, alors c'est le premier outil financier citoyen de la transition énergétique. Et puis aujourd'hui, on est à environ 14 millions collectés parmi plus de 5000 actionnaires. Et ce qu'il faut souligner chez nous, c'est que ces 5000 actionnaires euh, votent en AG sur l'orientation notamment du mouvement énergie partagée et sur différents choix un peu stratégiques. Sur ces 14 millions, aujourd'hui, il y a 10 millions qui ont été investis ou engagés dans 36 projets, donc 36 installations sur différents types d'énergie, ce qui représente aujourd'hui l'équivalent de la consommation de 31 000 familles. Alors, comment fonctionne le fonds d'investissement plus précisément? Donc, le fonds d'investissement énergie partagée est au milieu. On a en haut tout un tas de souscripteurs qui viennent prendre des parts dans le fonds d'investissement. Et énergie partagée investissement intervient donc en fonds propres dans les projets des territoires. Ces projets entrent en phase de production. Alors, c'est voilà, tout type d'énergie, hein, solaire, hydraulique, biomasse, éolien. Et une fois que la production est en route, forcément, ça va générer un certain nombre de bénéfices et de retombées qui reviennent dans le fonds d'investissement énergie partagée. Et énergie partagée va ensuite pouvoir faire bénéficier les souscripteurs des bénéfices liés aux différents projets en fonctionnement. Alors, l'outil d'investissement énergie partagée, il intervient, donc, comme je disais, en fonds propres, aux côtés de souscriptions locales, par exemple. Une fois que les fonds propres sont réunis, on va voir les banques qui vont donc générer un prêt pour pouvoir financer l'ensemble du projet. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, Énergie Partagée Investissement, il rentre dans un projet avec un minimum de 50 000 euros et un maximum de 500 000 euros. Donc, on peut être sur des projets relativement importants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les souscripteurs d'énergie partagée ne sont rémunérés qu'à partir de la 10e année, puisque les 10 premières années, finalement, servent à rembourser le prêt bancaire. Et donc, pendant 10 ans, le fonds d'investissement énergie partagée ne touche rien ou pas grand-chose sur les revenus liés à la production d'énergie. Et à partir de 10 ans, à peu près, hein, ça peut bouger un peu, énergie partagée reçoit des dividendes qui peuvent donc être ensuite redistribués. Alors, énergie partagée, donc, comme je disais, investit dans différents types d'énergie. Aujourd'hui, principalement dans des projets d'éolien, pas mal également dans du solaire photovoltaïque et puis un petit peu moins dans des projets de biomasse et d'hydroélectricité. Donc des projets, voilà, il y a un peu de tout type de projet, tout type d'énergie. La souscription aujourd'hui au fonds d'investissement d'énergie partagée, une part c'est 102 euros. Et en moyenne, les actionnaires ont pris, hein, quand on fait 14 millions divisé par 5000, on est à environ 2400 euros par actionnaire. Donc j'en ai fini avec cette présentation. Là, vous avez les contacts si jamais vous voulez participer au fonds d'investissement énergie partagée. Vous pouvez passer par l'adresse souscription@energiepartagée.org ou sinon passer directement par notre plateforme sur Internet qui se trouve à
jamais vous voulez monter un projet, vous pouvez soit contacter les animateurs régionaux dont j'ai montré la carte tout à l'heure en passant par la carte sur notre site, soit en contactant l'association à l'adresse association@énergie-partagée.org. Et puis un dernier petit point avant de prendre les questions. Il y a une un rendez-vous qui est prévu donc en physique pour aller un peu plus profondément dans toutes ces questions. Donc, l'énergie citoyenne pour les nuls, cette formation est organisée le 16 novembre à Paris. Donc, je reviens sur cette diapo pendant que je regarde les questions. Alors, les clients des coopératives ont-ils obligatoirement un droit à recevoir des dividendes, le cas échéant, ou bien est-il possible d'être client sans être intéressé au capital de la coopérative? Alors, sur ces choses-là, on est sur c'est une question relativement précise. Ça va être en fonction de ce qui est écrit finalement dans les statuts de chaque société qui porte le projet. Et c'est les statuts qui vont vraiment définir ces choses-là. Là, par rapport à ce type de questions, on a plusieurs formations sur les questions juridiques qui sont prévues prochainement sur les structures juridiques avec voilà, les financements pour les projets sur les territoires. Alors je regarde en même temps, il y en a une le 11 octobre à Paris et une le 9 novembre à Angoulême. Donc c'est voilà, c'est formations sur les questions juridiques peuvent répondre à ces questions. Pourra-t-on avoir le PowerPoint de
présentation. Oui, alors le PowerPoint ainsi que le lien avec la vidéo de la présentation seront diffusés dans les prochains jours. Alors, existe-t-il un ou des documents types pour la création de sociétés SIC ou SAS élaborés par les personnes ayant déjà créé des projets citoyens? Alors oui, c'est vrai que j'ai commencé à en parler, je peux peut-être préciser un petit peu. Dans le réseau des adhérents d'énergie partagée, c'est des documents qui circulent beaucoup. On en a également à disposition sur l'espace adhérent de notre site internet. Donc là, pour y avoir accès, il faut que votre structure, alors là, du coup, je parle à énergie et avenir, soit adhérente d'énergie partagée, et puisse donc avoir les codes d'accès pour aller chercher tous ces documents ou pouvoir poser des questions sur la liste adhérente. Alors, sur la première phase du projet citoyen, quelles sont les références pour quantifier le potentiel de production de projets énergétiques? Existe-t-il des évaluations des projets ENR localisés qui font référence? Alors là, il va falloir aller chercher des documents qu'il peut y avoir à l'échelle régionale, des schémas éoliens par exemple, qui existent à l'échelle régionale, où on peut avoir une idée du potentiel de production locale. Après, ce qui peut se faire, ça c'est à voir avec les collectivités, peut-être à l'échelle de communautés de communes, c'est de faire des études de potentiel pour voir localement quelles sont les spécificités du territoire, sur quelles énergies renouvelables il serait le plus pertinent d'aller. Et à partir de là, à partir de ces études de potentiel, effectivement, il va être plus facile d'avancer et de partir sur des projets concrets. Après la phase d'exploitation, comment responsabilise-t-on les citoyens participants au démantèlement du projet et à la réhabilitation du site? Alors sur ces questions de démantèlement, c'est vraiment en fonction de l'énergie. Quand on parle d'éolien, il y a des provisions qui sont faites pour ça. Quand on parle de photovoltaïque, là, ça va vraiment dépendre de l'échelle du projet. Quand on est sur des petits projets photovoltaïques, clairement, prévoir le démantèlement dans son business plan, ça va complètement le plomber et le projet ne se fera pas. Ce qu'on fait en général, c'est on prévoit quelque chose d'assez ouvert dans le bail qu'on peut avoir avec le propriétaire du bâtiment en disant soit l'installation au bout des 20 ans elle revient au propriétaire, soit au bout des 20 ans on se dit qu'on pourra passer un contrat de vente de la production avec un fournisseur, que ce soit EDF ou autre. Donc là, c'est vraiment au cas par cas et surtout en fonction des technologies. Dans la phase d'émergence, quels sont les outils de communication à privilégier pour motiver les citoyens? Euh, alors là, j'ai envie de dire, il faut être au plus proche des territoires. Donc ça va être à l'échelle d'événements très locaux, plutôt à l'échelle de communautés de communes, parce qu'à l'échelle régionale ou départementale, les gens ne vont pas forcément se développer très loin, se déplacer très loin. Donc l'idée, c'est de créer des événements assez locaux, alors de créer ou de se greffer sur des choses existantes, des fêtes de l'énergie, des journées de l'environnement, des journées du développement durable, etc. Il y en a un petit peu partout. Donc l'idée, c'est de se baser là-dessus et de mettre en place avec des animateurs régionaux s'il y en a, ou avec d'autres associations locales environnementales, des éléments de communication
autour de ces démarches-là pour pouvoir mobiliser les citoyens. Et si possible, de trouver assez vite des relais locaux, que ce soit des citoyens ou des élus, qui puissent également, quasiment au quotidien et localement, porter la bonne parole. Alors, sur le montage du projet, quel est l'acteur qui se charge d'obtenir les autorisations administratives? Et ben là, ça va dépendre encore une fois de la technologie. Si on est sur des petites installations photovoltaïques avec des SAS qui portent 10-12 projets par exemple, ça va être la SAS et ses bénévoles qui vont devoir faire toutes les démarches, donc les demandes de raccordement au réseau, les autorisations, les permis de construire, autorisation de travaux. Là, quand on est sur des petits projets, c'est vraiment les bénévoles qui font toutes les démarches. Après, sur des plus gros projets, on peut avoir des bureaux d'études qui fassent ce projet-là, ou sur de la méthanisation et de l'éolien, des développeurs qui peuvent aussi faire ces démarches administratives. Dans certains cas, sur certains projets citoyens, c'est des citoyens qui font toutes les démarches, même pour de l'éolien. Alors, ça prend du temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est des économies en euros relativement importantes, puisque forcément, si on prend un prestataire pour faire toutes ces démarches-là, à un moment donné, il va falloir le rémunérer. Alors, si on peut récupérer le PowerPoint, autorisé à l'utiliser, par exemple, pendant les journées des possibles avec alternative A. Alors, je pense que oui, je ne suis pas sûr. Je vais me renseigner et puis on répondra dans le prochain mail que vous recevrez sur la possibilité d'utiliser le PowerPoint, mais je pense que oui. Quels sont les risques et les ordres de grandeur de délai associés à chacun des 4 scénarios de participation des citoyens? Alors, effectivement, je n'ai pas abordé la question du risque. C'est vrai que quand on a un développeur qui fait toutes les démarches et qui ensuite revend le projet, les risques sont à peu près égaux à zéro puisque le développeur a déjà fait toutes les démarches administratives justement et a reçu donc tous les accords pour la construction du parc. Et donc un collectif de citoyens associés à des collectivités, des agriculteurs, n'a plus qu'à trouver l'argent, entre guillemets, pour aller financer le projet. Donc le risque est assez faible. En revanche, un projet qui serait porté qui est porté dès le début par un collectif de citoyens, ce collectif de citoyens, la société qui porte le projet, va prendre des risques quand elle va prendre un peu de risque lorsqu'elle va, par exemple, financer un certain nombre d'études, financer un morceau enfin, quand on accepte un devis pour le raccordement d'une installation, par exemple, on donne un petit peu d'argent. Et là, effectivement, c'est une prise de risque quand on finance ces études parce que les études, elles peuvent révéler que le potentiel n'est pas là finalement. Et puis surtout, on peut financer les études, mais derrière ne pas avoir toutes les autorisations. Donc effectivement, quand, quand un collectif de citoyens fait toutes les démarches, il y a un risque un peu plus important, enfin un peu plus important et une prise de risque. Alors que quand c'est un développeur qui revend l'installation clé en main, là le risque est beaucoup plus faible. Par contre, on va payer tout le travail du développeur. Sur la charte P, existe-t-il une priorité entre les 4 axes de la charte, voire une pondération entre les critères de localisation? Alors, il n'y a pas de priorité entre les 4 axes. Tous les axes sont étudiés par rapport aux différents piliers de la charte. Quel est le taux de réalisation des projets financés par EP, puissance raccordée, puissance des projets financés? Alors, le taux de réalisation des projets financés par EP. Quand on est sur le fonds d'investissement, énergie partagée met des fonds sur les projets une fois qu'ils sont sécurisés.
Donc, que tous les projets finalement voient le jour, hein, dans lesquels l'énergie partagée investissement a mis des fonds. En revanche, sur le volet énergie partagée études, donc là c'est le volet où énergie partagée euh, avec d'autres acteurs finance en partie des études. Là, on n'a pas encore de retour là-dessus puisque c'est un outil relativement récent. Mais effectivement, là, quand des organismes financent des études, il peut y avoir euh, un, un taux d'échec, on va dire. Alors, quel est le taux de projet qui aboutit en comparaison avec tous ceux qui ont été amorcés? Euh, alors là, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a des projets potentiellement, on en a un peu partout. On est contacté par plein de gens qui veulent lancer des choses. Après, dès qu'on commence à regarder les business plans, combien ça coûte, combien ça rapporte, hein, grosso modo, il y a un certain nombre de projets qui disparaissent. Là, j'ai pas de chiffres en tête par rapport à ça. Quel est l'impact des changements tarifaires récents et de l'arrêté sur l'autoconsommation?